Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour, bienvenue à l'actualité économique de... Laissez-moi présenter l'émission, messieurs, ils ont déjà commencé. L'actualité économique de ce mardi, alors dominée bien sûr par ce qui se passe actuellement, j'ai envie de dire en Russie principalement, car on voit au regard des premiers éléments de retour économique que la principale victime d'une éventuelle tension géopolitique avec l'Ukraine, avec la Crimée, pourrait être la Russie. Qu'est-ce qui est allé au tapis hier? La bourse de Moscou, le rouble et Gazprom. Gazprom a perdu 14%. Finalement, est-ce que la Russie n'a pas beaucoup plus besoin de nous aujourd'hui pour vendre son gaz et son pétrole que nous avons besoin du gaz ou du pétrole russe? La France, par exemple, n'achète que 15% de son gaz à la Russie. Après, il y a l'Afrique du Nord, il y a la Norvège également qui est là pour nous en vendre. Donc c'est une véritable question. Est-ce que la première victime économique d'un conflit avec l'Ukraine ne serait pas la Russie? Poutine peut-il prendre le risque de ruiner ses oligarques? Voilà, la croissance en 2013 en Russie n'a été que d'1,4%. Ça nous fait un peu rêver, mais à l'échelle de la Russie, c'est véritablement très faible. Il y a évidemment un peu d'actualité française, un peu de pacte de responsabilité, ça ne fait pas de mal. L'État actionnaire qui veut limiter à 30% le salaire des patrons dans les entreprises où l'État est minoritaire, par exemple Renault, on imagine Carlos Ghosn qui va réduire son salaire d'un tiers. Cette info du Parisien, vous me direz ce que vous en pensez. Le Parisien croit savoir que l'État aurait décidé de couper ses dotations aux collectivités locales d'ici 2017, mais de 10 milliards d'euros. Donc là, on commence à être sur un montant qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en matière de baisse des dépenses publiques. Pour débattre de tout ça aujourd'hui, Charles Gave, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président de GAFCAL Research, président de l'Institut des Libertés. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment L'État est mort, vive l'État chez Bourrin Éditeur ou Libéral mais non coupable chez Bourrin Éditeur. Et puis en 2003, il y avait eu un ouvrage qui est resté célèbre, qui s'appelait Des lions menés par des ânes. C'était chez Robert Laffont, c'était en 2003. Je me demande si vous réécririez ce livre dans les mêmes termes en 2014. Peut-être que oui, on en dira un mot tout à l'heure. Alain Madelin, bonjour. Bonjour. Président du Fonds Latour Capital, Jean-Pierre Petit, bonjour. Bonjour. Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. La Russie a-t-elle tout à perdre dans un conflit avec l'Ukraine, Jean-Pierre Petit? Elle a beaucoup à perdre, oui, bien évidemment. Alors l'Ukraine, bien sûr, pays ruiné, totalement dépendant du gaz russe, ok, mais la Russie? L'Ukraine, oui, c'est pas un sujet. L'Ukraine, c'est 0,2% du PIB mondial. Donc, effectivement, la détérioration de la situation et le probable défaut, on va dire le probable défaut sur la dette ukrainienne ne choquait pas plus les marchés que cela, puisque le risque ukrainien est bien identifié, bien circonscrit. Il y a pas de sujet là-dessus. Il n'y a pas de risque systémique. Voilà, exactement. Alors que la Russie, a priori, c'est beaucoup plus important. Je rappelle que c'est 3% du PIB mondial en dollars courants, hein, quand même. C'est 10% à peu près de la production mondiale de pétrole, et puis c'est 5,2% des dépenses militaires. Hein, faut quand même pas l'oublier. En plus, c'est en progression. D'ailleurs, la France n'a pas remis en cause ses contrats d'armement avec la Russie. Pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de... Les choses changent vite. Voilà. Alors, donc, effectivement, l'implication de la Russie a une dimension systémique que les seules difficultés ukrainiennes n'avaient pas. Voilà. Et effectivement, hier, sur les actifs russes, il y a une défiance très nette sur la bourse, sur le rouble. On l'a vu également sur les spreads souverains également, hein, sur les spreads souverains qui sont montés, les CDS, hein, qui sont montés. CDS, ce sont ces contrats d'assurance, ces produits de marché d'assurance qui permettent de se prémunir contre un défaut souverain. C'est une sanction de marché. Pourquoi? Parce que les marchés ont le sentiment que la Fédération de Russie serait la principale victime d'une détérioration de la situation. Pourquoi? Par exemple, les banques russes feraient des pertes, les exportations russes vers l'Ukraine, qui représente à peu près 1% du PIB russe, seraient atteintes. Le problème, il y a aussi le problème des livraisons de gaz à l'Europe, qui transitent à peu près à près de 60% par l'Ukraine, donc qui serait menacée. En plus, la situation de chaos intérieur générerait des flux démographiques évidemment très difficilement gérables pour la Russie. Et puis il y a évidemment toutes les mesures de rétorsion probables de la part de l'Occident. Voilà, qu'il faut imaginer, et notamment la remise en cause des projets d'investissement, le gel des avoirs des oligarques, enfin bref, tout cela. Et donc la Russie, de ce point de vue, était logiquement
sanctionner. Et d'une manière, enfin, sur un angle purement microéconomique, est-ce que, par exemple, il faut s'inquiéter pour une Société Générale qui contrôle Rosbank, troisième banque du pays, pour Renault avec Avtovaz et Salada, pour l'énorme projet pharaonique de Total avec Yamal dans l'Arctique russe, qui doit être le plus grand gisement de gaz naturel liquéfié? Enfin, est-ce que ce genre de choses doivent nous inquiéter et même à la limite, s'il y avait plus de visa, il y aurait plus de Russes sur les Champs-Élysées pour acheter des sacs Vuitton, le luxe, bon bref. Les implications, oui, et potentiellement. Après, il faut commencer à anticiper une très forte détérioration de la situation politique et militaire, et donc la marginalisation économique de la Russie, qui va pas très bien, d'ailleurs, déjà structurellement. Vous rappeliez le taux de croissance. 4% en 2013, oui. Oui, en 1,4% en 2013 contre 7,5% en 2003-2007. Faut quand même aussi le rappeler avec tous les problèmes. Je le rappelle souvent. D'ailleurs, la Russie et l'Ukraine se ressemblent de ce point de vue. Depuis 20 ans, la population russe a baissé de 5% et la population ukrainienne de 12%. C'est pas seulement à cause de la baisse de l'indice de fécondité, c'est aussi à cause, dans le cas de l'Ukraine, notamment des flux migratoires assez importantes. La population en âge de travailler décline, dans les deux pays d'ailleurs. Et puis le modèle russe, c'est un modèle d'interférence étatique inefficace, et puis de trop forte dépendance à l'égard des exportations de gaz et de pétrole. C'est 67% des recettes d'exportation, c'est 50% des recettes publiques, quand même. Alors il y a eu des petites réformettes engagées par Poutine depuis son élection, mais elles ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Vous reculez un peu le micro, oui. Petit. Charles Gave, à la Madeleine, comment vous réagissez à ce qui se passe, à la fois sur le terrain économique, et puis cette espèce de climat, on nous dit, tiens, ça sent un peu, il y a des parfums de KGB de printemps de Prague. Quelle réaction par rapport à ce que l'on vit actuellement aux frontières de l'Europe? Vous avez mentionné le KGB. Poutine est un homme du KGB. Oui. Je crois qu'il faut replacer un petit peu ce qui se passe en ce moment dans le monde dans une perspective un peu plus large. Vous avez une guerre civile dans le monde musulman qui est entre les chiites et les sunnites. Entre l'Arabie saoudite, champion des sunnites, et les Iraniens, champions des chiites. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Il est en train de se passer, si vous voulez, que les Anglais et les Russes ont fait un grand jeu pendant tout le 19e qui s'appelait The Great Game. Comment contrôler toute l'Asie centrale, comment contrôler les territoires arabes. Aujourd'hui, la Russie soutient les chiites. En Syrie, en Iran, partout. Les 2/3 de la production de pétrole saoudienne sont dans des endroits où la population est en majorité chiite. C'est juste, oui. Bahreïn, qui contrôle le détroit, est à 70% chiite. Donc ce que les Russes sont en train d'essayer de faire, c'est d'organiser un corner sur le pétrole, et ce qui se passe en Ukraine n'est qu'une vaste plaisanterie dans ce plan de Poutine de contrôler les ressources pétrolières par l'intermédiaire des chiites. Donc, s'imaginer que le fait que la bourse baisse de 10% à Tokyo, à Moscou, va gêner Poutine, il n'en a strictement rien à foutre. Il fait une partie d'échecs et il n'est pas du tout dans un machin, je vais me préoccuper du PIB l'an prochain. C'est un gars qui n'en a strictement rien à cirer. Si les Russes ont une habitude dans l'histoire, c'est de ne pas se préoccuper de leurs pertes en cas de conflit. C'est vraiment une des caractéristiques essentielles de la doctrine militaire russe, c'est que ça leur est égal. Donc nous avons un président des États-Unis qui est extraordinairement faible, qui chaque fois qu'il faut agir refuse d'agir. Nous avons une Europe qui est tombée dans le piège de Poutine incroyable en soutenant l'Ukraine, en disant on va vous aider alors qu'ils peuvent ni aider ni financièrement, ni militairement, ni politiquement. Et il me semble que la Russie va sortir là-dedans totalement vainqueur, avec les chiites qui vont dominer. Et nous, en France par exemple, on soutient les sunnites avec le Qatar et l'Arabie saoudite, et on va se retrouver très très mal. Vous accordez énormément de crédibilité au fait que Vladimir Poutine seul ait la capacité finalement d'influencer l'ensemble du monde chiite et finalement d'avoir une mainmise totale. Mais je ne sais pas. C'est comme ça que ça se termine forcément. Mais je ne sais pas si ça va se terminer comme ça forcément, mais comme lui il les soutient et que nous on est incapable de comprendre ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que Poutine est en train de jouer au bridge et nous on joue à la belote. À la Madeleine, vous achetez le scénario d'un Poutine qui joue une partie d'échecs qui dépasse très très nettement les frontières de la Russie et de l'Ukraine et qui va finalement beaucoup plus loin, avec cette fois-ci la capacité d'avoir peut-être pas le contrôle, mais en tout cas une influence sur énormément de réserves pétrolières. Sauf que peut-être que Poutine est un joueur d'échecs à l'ancienne, talentueux,
mais que les règles du Nouveau Monde sont en train de changer. Moi, ce qui me frappe, c'est que Poutine, c'est la verticale du pouvoir. Et dans le monde, il illustre mieux que n'importe qui le vieux concept de souveraineté des États. Charbonnier est maître chez soi, disait déjà Goebbels à la Société des Nations. C'est la doctrine Poutine. Assad est maître chez lui, Poutine est maître chez lui, et cette souveraineté des États, elle a énormément de nostalgique. Regardez sur l'échiquier politique français ceux qui, d'une façon ou d'une autre, semblent encore fascinés par Poutine. Ça, c'est de la vraie politique, de la réelle politique, du Machiavel, du truc. Ce qui n'est pas totalement faux, d'ailleurs. Mais simplement, le monde est en train de changer. Et la verticale du pouvoir poutinienne, elle se heurte à l'horizontalité du monde. La souveraineté de l'État se heurte à un monde où finalement, au bout du compte, même si c'est compliqué, émerge la souveraineté de l'individu. Et au fond, l'interdépendance totale sur le plan économique, l'interconnexion de la finance, mais de la production du moindre bien industriel ou du moindre service, aujourd'hui, font que tout le monde dépend de tout le monde. C'est le doux commerce cher à Montesquieu. Donc il y a une logique de paix, qui est là au fond la logique de marché, de l'interconnexion, etc. Et il y a un peu une logique belliqueuse de Poutine, qui à mon avis fait partie, il y en aura d'autres, hein, mais des dernières représentations de la souveraineté de l'État dominant. Alors, on montre ses muscles, mais il n'y aura pas de guerre, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe? On arrive au bout du compte à un petit problème concentré sur la Crimée. Il y aura une médiation, il y aura peut-être un référendum d'indépendance, il y aura peut-être un partage, etc. Mais in fine, j'ai du mal à croire que M. Poutine puisse aller jusqu'au bout de sa représentation musclée. Alors, vous n'êtes pas exactement sur le même terrain, Charles Gave. Non, mais la réalité est assez simple. C'est que je partage parfaitement les analyses sur le domaine horizontal et tout, mais le monde arabe ne fait pas partie de ce monde horizontal. En rien. Là, si vous voulez, la totalité des exportations du monde arabe, ils exportent moins que la Hollande, si on enlève le pétrole. Ah, si on enlève le pétrole. Si on enlève le pétrole, mais le pétrole, c'est nous qui le créons, c'est nous qui le consommons, il ne contribue à rien. Mais Charles a fait un lien entre la Crimée et le monde arabe. Ce sont, à mon avis, deux problèmes un petit peu différents, même s'il peut y exister un lien. Mais ce sont des problèmes différents. Mais c'est pas tellement différent, puisque regardez simplement, Sébastopol, ça contrôle la mer Noire, c'est-à-dire tout le monde arabe en face, enfin tout le monde musulman en face. Tout l'accès aux chaudes, oui. Et Tartus, qui est au nord de l'attaquer, qui est le port que les Syriens ont donné aux Russes, contrôle grosso modo toute la partie est de la Méditerranée. Donc, ne vous imaginez pas une seconde que Poutine n'a pas regardé une carte. Moi, ce qui me stupéfie avec tous ces braves gens qui parlent sur tous ces trucs-là, c'est qu'ils n'ont jamais regardé une carte. Ils connaissent pas l'histoire russe. Ils savent pas que la Russie a eu je ne sais combien de guerres pour s'assurer de la Crimée. Ils ne savent pas que la Russie a toujours voulu avoir des ports en eau profonde, dans les endroits où il n'y avait pas de glace. Vous regardez l'histoire de la Russie, et c'est un mouvement perpétuel vers ces endroits-là, et c'est un mouvement qui continue aujourd'hui. Moi, je veux bien acheter votre idée, effectivement, et d'ailleurs, elle est pertinente, et je ne l'avais pas entendue depuis qu'il y a des kilomètres d'analyse sur ce qui se passe actuellement. Enfin, quand même, ce monde arabe chiite peut-il se permettre de se prendre une inflation colossale sur le prix du pétrole parce qu'il y aurait une déstabilisation de marché, alors que c'est justement leur principale source de revenus? Ben, ils seraient très contents. Il y a un moment où un baril trop élevé commence à vous tuer un peu le marché quand même. Enfin, oui, mais ils peuvent toujours se permettre d'avoir un. Je suis sûr que vous achetez pas votre pétrole à Dubaï ou quand vous êtes à Koweït, etc. au prix où nous l'achetons. Eux, ils sont à $2 le baril, hein, dans les voitures et tout. D'ailleurs, vous avez qu'à voir les bagnoles qu'ils ont. Donc, peu de gens ont dû. Ce que j'essaye de dire, c'est que tout ça, c'est dans une espèce de mouvement de la Russie de reprendre le contrôle de ces marches, en quelque sorte, qui vont de la Turquie jusqu'à la Chine, en passant par le monde méditerranéen. Et Sébastopol est totalement
indispensable à ce contrôle. Donc il est hors de question que Sébastopol ne soit pas sous contrôle russe. Donc ça peut aller jusqu'à un Non, mais conflit armé en Crimée. Il y a une différence peut-être entre le fait de dire qu'il n'est hors de question que Sébastopol ne soit pas sous contrôle russe. Et effectivement, les Russes qui sont un peu immobiles... Qui n'a jamais été ukrainienne, Sébastopol. La Crimée n'a jamais été ukrainienne. On est bien d'accord. C'est d'ailleurs une réponse qui a eu. C'est une décision de C'était les Tatars de Crimée. Ce sont des Tatars de Crimée qui a fait des allers-retours jusqu'au moment où Khrouchtchev en 1954 a décidé de l'offrir entre guillemets à l'Ukraine. Maintenant, il y a une colonie russe, etc. Ils considèrent ça, et les types se considèrent un peu comme en Russie. Donc, je pense qu'il y a un problème très concentré sur la Crimée. Et d'une certaine façon, d'après ce que je vois, dans la mentalité entre guillemets poutinienne, c'est à partir du moment où vous tolérez que la rue, et puis ils ont l'air d'y croire un peu, manipulés par l'Ouest, puissent défaire un gouvernement, eh ben on va vous montrer si c'est le règne de la force, on va vous montrer ce que c'est aussi en Crimée. Donc il y a un bras de fer indiscutablement sur la Crimée. La généralisation, je suis un tout petit peu méfiant. Mais d'autant que la chose qui menace le plus aujourd'hui, c'est plutôt la baisse du prix du pétrole que la hausse. Un petit point de détail. Oui, bien sûr, pour laisser la parole à Jean-Pierre. Un petit point de détail. Ça n'est pas la première fois que ce genre de réunification autoritaire et qu'on change les... Quand nous avons autorisé tous ensemble le contrôle par l'Albanie du Kosovo, qui était le berceau historique de la Serbie, parce qu'il y avait une majorité d'Albanais à ce moment-là au Kosovo, il ne faut pas ensuite expliquer aux Russes que eux, ils n'ont pas le droit de prendre le contrôle de la Crimée puisqu'il y a une majorité de Russes en Crimée. Donc, il faut Ça, c'est très vrai. Manifestement... Il faut pas quand même arrêter de prendre de l'angélisme, de dire que nous, à la BHL, que nous sommes des braves gens et qu'on respecte le droit. On n'a rien respecté du tout quand ça nous arrangeait. Puisque vous jouez ce jeu-là, la Russie aussi va le jouer. Une minute pour conclure le thème de la Russie. Au-delà de la Crimée, je voudrais juste rappeler que la popularité de Poutine en Russie est liée quand même à la restauration économique de ce pays-là depuis plus de 10 ans. Je veux dire. Et la croissance quand même très élevée qu'ils ont connue durant les belles années des années 2000 par rapport à la décennie Eltsine, où c'était la dépression, l'hyperinflation, le défaut en 98, etc. Et ça, c'est très important. Donc moi, je peux pas croire une minute que Vladimir Poutine soit insensible à ce qui se passe sur le plan économique et sur le plan de la sensibilité à l'inflation, qui est toujours en fin d'année dernière à 6,5 en Russie, malgré une croissance extrêmement faible, et qui ne peut que se renforcer au cours des mois à venir, parce qu'avec la dévaluation de la rouble, et d'ailleurs la Banque centrale de Russie a déjà répondu à cela hier par une nouvelle hausse de taux. Quand on regarde les statistiques de crédit en Russie, le crédit aux ménages surtout, ça commence à piquer du nez, assez sensiblement. Et la dynamique de la croissance russe, qui a reposé depuis le milieu des années 2000 une grande partie sur le crédit, est en train de s'effondrer indépendamment de tous les problèmes structurels que j'ai rapidement abordés tout à l'heure, les problèmes démographiques, le problème effectivement de l'absence d'état de droit, le fait la Russie est à... si je me souviens bien, 127e à l'indice de perception de la corruption, etc. Et que les réformettes de Poutine, depuis 2 ans, ne peuvent pas enrayer. Et ça, c'est un vrai sujet. Et donc, je ne crois pas que Poutine soit insensible à ce qui se passe aujourd'hui. On marque une pause à suivre après l'annonce de la Compagnie nationale des mines de France par Arnaud Montebourg. Il va dévoiler aujourd'hui Rovolution Capital, le premier fonds d'investissement dédié exclusivement à la robotique de service. Il sera à côté de Bruno Bonnel. On dira un mot du pacte de responsabilité. Et puis tiens, faut-il réduire les salaires des patrons dans lesquels l'État est minoritaire de 30%? Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Retour avec Charles Gave. Charles Gave est économiste, il est président de GaveCal Research et président de l'Institut de la Liberté. Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement, et Alain Madelin, le président du Fonds La Tour Capital. Quelques réactions d'auditeurs. Alors c'est assez dithyrambique sur l'ensemble des analyses que vous avez pu livrer concernant l'Ukraine, la Russie et ses conséquences à la fois géopolitiques, économiques et voire quasi religieuses. Il y a Florian sur Twitter, enfin une analyse qui tient la route sur la situation de l'Ukraine, écrit-il. Il y a Stéphane, merci d'entendre d'autres sons que le consensus atlantiste. Hervé, excellente vulgarisation de monsieur Charles Gave, les règles seront celles du plus fort. Puis là, il y a une autre réaction à propos de Le Jabi. Vous savez que Le Jabi va demander sa liquidation au tribunal de commerce de Lyon, accusant les banques de l'avoir tout simplement laissé tomber. Enfin, la société coopérative qui avait été mise en place il y a un an pour ressusciter les ateliers de lingerie Le Jabi à Villeurbanne. Bon, on va passer sur l'Ukraine. De toute façon, ça va nous occuper pendant de nombreux jours à nouveau. J'aimerais vous faire réagir
sur cette initiative. Il n'arrête pas, Arnaud Montebourg, faut reconnaître. Alors on est pour, on est contre. En attendant, il va aujourd'hui faire la promotion de la filière Robot Made in France et présenter avec Bruno Bonnel un fonds, le premier fonds d'investissement dédié exclusivement à la robotique de service. Robolution Capital, c'est son nom. Le même Arnaud Montebourg, il y a quelques jours, nous annonçait la naissance de la Compagnie nationale des mines de France. La dernière entreprise publique ayant été créée, c'était en 93, consacrée à la biotechnologie et aux médicaments dérivés du plasma. Alain Madelin, là, comment vous appréciez l'activisme de Monsieur Montebourg en faveur de l'industrie et de l'économie française? Alors, il y a plus grand sujet. C'est lui-même qui a quand même dit le colbertisme est de retour et c'est bien. Oui, enfin, il a dit beaucoup de choses. Mais la dernière grande phrase. Le colbertisme est de retour. Montebourg est l'inventeur de l'innovation retardée. Il faut innover, mais pas trop rapidement, car il faudrait innover sans détruire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, Monsieur Montebourg aurait demandé que l'on retarde l'iPad de façon à ne pas faire trop nuire aux fabricants d'ordinateurs traditionnels. Caricaturé, Alain Madelin. Non, non, je ne caricature pas, parce que c'est l'histoire des 15 minutes des taxis, même si c'est pas directement lui. D'accord. Mais c'est exactement la même idée. Théoriser ce genre d'imbécilité, pour moi, c'est bon. Qu'il faille être prudent sur le plan social, etc. On est bien d'accord. Mais à un moment donné, par exemple, dire, moi, je prends le parti du producteur contre le consommateur. Allez tenser la commission de la concurrence. Toutes vos histoires de principes, etc., ça n'a aucun sens. Moi, je revendique les ententes et les cartels et je veux les organiser. Mais c'est une régression formidable de la pensée économique. On pourrait développer pendant longtemps. Simplement, Colbert, il faut que vous sachiez en histoire économique, Colbert, c'est la version française du mercantilisme. C'est une erreur économique monumentale et c'est sur cette erreur qu'est née la première science économique, celle des physiocrates. C'est pour réfuter ce genre d'imbécilité qu'est née la science économique. Alors maintenant, revenons aux robots, parce que ça c'est un peu moins bête, parce qu'il y a un vrai problème des robots. Nous avons effectivement, au cours de ces dernières années, pas assez investi industriellement. Et quand on a investi, on n'a pas forcément très bien investi, ce qui fait que nous produisons des produits pas très haut de gamme, avec de vieilles machines. Il y a 2 fois plus de robots industriels dans les usines en Italie et sans doute 4 ou 5 fois plus en Allemagne. Et donc nous avons un énorme problème de réinvestir des machines capables de fabriquer de la haute valeur ajoutée dans nos usines. On peut faire un petit fonds comme ça pour dire, voilà, maintenant on va... il y a un fonds qui est spécialisé dans l'investissement, mais fondamentalement, c'est le statut du capital. Si vous avez un statut favorable au capital, ça permettra de recapitaliser les entreprises et d'acheter des robots. Ensuite, dernier point, c'est un peu juste pour le fun, mais il vaut mieux effectivement faire le choix de l'investissement, fût-ce dans des robots pour la création d'une forte valeur ajoutée, ce qui n'aura pas d'impact sur l'emploi immédiat, mais toute l'histoire du monde montre que chaque fois que l'on fait des gains de productivité, que l'on robotise, ça finit par se déverser sur l'emploi et tout le monde y trouve son compte. C'est un peu contradictoire avec la priorité affichée par François Hollande. D'abord l'emploi. Non, d'abord le robot, c'est un peu plus intelligent que d'abord l'emploi. Charles Gave, je voulais vous demander si aujourd'hui, en 2014, vous seriez capable d'écrire des lions menés par des ânes dans les mêmes termes. Le sous-titre, c'était « Essai sur le crash économique à venir, mais très évitable, de l'Euroland et en général, et de la France en particulier ». C'est chez Robert Laffont en 2003. Vous écriviez à l'époque « Les technocrates au pouvoir et leur idéologie sont le problème. Attendre d'eux la solution revient à confier les clés de sa cave à vin à un sommelier alcoolique. Nous sommes gouvernés non pas par des incompétents, mais par des fous. Les choses n'ont donc pas changé ?» Elles se sont plutôt aggravées. Mais remarquez que 11 ans après votre ouvrage, pour l'instant, rien n'a pété et tout tient le coup, malgré tout. Oui, mais en quelque sorte, les gens me disent tous, on vit bien en France. C'est vrai. La réalité, cependant, c'est que les Français ont consommé le capital que leur avaient laissé leurs parents, cette génération, la génération la plus bête de l'histoire de France, celle de mai 68. Ensuite, ils ont consommé l'argent qu'ils ne créaient pas, puis celui de leurs enfants et celui de leurs petits-enfants. Ayant bouffé le capital de 3 générations, je vois pas pourquoi on vivrait mal en France. C'est une fois qu'on n'aura plus de capital à bouffer que ça ira mal. Pour l'instant,
on a vécu à crédit, et ce crédit nous a été donné par les Japonais, par les Américains, les fonds de pension, etc. Je n'ai aucune idée, ni aucun moyen de savoir quand la route du crédit sera coupée, pour reprendre une phrase célèbre. Donc oui, mais la réalité aujourd'hui, si vous me donnez 2 secondes, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous ne sommes pas compétitifs. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, sinon nous n'aurions pas des déficits extérieurs considérables. Comme nous ne sommes pas compétitifs, il faut emprunter pour maintenir le niveau de vie. Oui, je connais cette logique. Bon. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien. En 2014, on va créer 18 milliards au maximum de richesse, a priori, pour 80 milliards de déficit. Pour 80 milliards de déficit. Donc on va continuer à emprunter. Il va falloir qu'un jour ou l'autre, on redevienne compétitif. Parce qu'on sait que ça ne peut pas durer. Pacte de responsabilité, Charles Gave. Voilà, regardez ce qui vient de sortir du chapeau le 14 janvier. Bien entendu, pacte de responsabilité, mais il y avait aussi, je sais pas, une autre autorité de la concurrence, il y a eu des tas de trucs comme ça, bref. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir redevenir compétitif. Comment redevient-on compétitif? En faisant baisser les coûts du travail de façon considérable. 30 milliards, c'est pas suffisant par an? Non. Il faut plus? Beaucoup plus. Donc il faut faire baisser les coûts du travail. Donc il faut bien se rendre compte qu'il y avait 2 solutions. Soit l'Allemagne nous finance pendant qu'on fait notre réajustement. Notre agenda 2020. Or, ils ont dit qu'il n'en était pas question. Soit les banques, tout en Europe, deviennent responsables et garanties par tous les gouvernements. L'Allemagne a refusé. Donc, on va tout droit vers une baisse du niveau de vie considérable en France, en Italie et en Espagne, et ça a déjà commencé. Mais attendez, il n'y a pas d'autre solution. Le PIB par habitant français baisse depuis 6 ans. Hein, voilà. On va juste rappeler ça. Et il baisse depuis 6 ans, et il est en train de devenir négatif. Ça nous amènera à la question de l'euro, parce que certains regrettent qu'on ne puisse pas ajuster par le taux de change et qu'on soit obligé d'ajuster par justement les salaires ou le pouvoir d'achat et donc le niveau de vie. Alors c'est très lent, mais effectivement le PIB par habitant baisse depuis 6 ans, ce qu'on n'avait jamais vu depuis 1945. Jamais on avait vu une baisse du PIB par habitant pendant une période aussi longue. Et donc c'est un processus extrêmement lent, mais quand même réel. Alors c'est vrai que mais ça ne rend pas compétitif. Ben, bien sûr. Mais et le PIB par habitant. C'est pas parce que le PIB par habitant baisse qu'on devient compétitif. Ça n'a rien à voir. Et le PIB alors à la Madeleine. On s'appauvrit. Le PIB de paix par l'endettement. Mais bien sûr. Il faudrait prendre le PIB du secteur privé. Parce que c'est la seule chose on l'a jamais fait, ça, Charles Gave. On n'a jamais voulu regarder le PIB marchand et le PIB non marchand. C'est une l'INSEE le faisait autrefois, maintenant ils le font plus. Ils ne le font plus. On n'a plus de photographie réelle et sérieuse du PIB marchand et non marchand. Bon, effectivement. J'ai essayé de le calculer, c'est impossible. Enfin, mais je suis d'accord pour dire que la vraie mesure, c'est le PIB par habitant. Bah oui, c'est ça, à la fin du match. Jean-Pierre Petit. Le PIB marchand. Voilà. Et c'est pareil pour l'Ukraine. Je regardais ça hier. Le PIB par habitant ukrainien était au même niveau que celui de la Pologne il y a 20 ans. Exactement au même niveau. Aujourd'hui, c'est 35%. Donc il y a bien une sanction à la fin du match, même s'il n'y a pas d'ajustement brutal en France. C'est vrai, ça c'est indéniable. Il n'y a pas d'ajustement, il n'y a pas de régulation par les marchés, il n'y a pas de régulation par l'Allemagne, il n'y a pas de régulation politique intérieure parce qu'il n'y a pas d'opposition en France. On parle du pacte de responsabilité. Il n'y a aucune opposition crédible susceptible de proposer un projet alternatif à la dérive des dépenses publiques. Donc voilà. Donc il n'y a pas d'ajustement. Voilà. Et le déclin est lent. Voilà. Et pourtant, il y a bien un moment où l'ajustement devra se faire. L'Espagne l'a fait assez violemment. Il y aura des petites réformettes graduées. Pour revenir à Montebourg. Un peu plus loin du micro, messieurs, parce que ça pop un peu. Pour revenir à Montebourg, il y a 2 formes d'ajustement. Je reviendrai sur le pacte avec vous. Je dis ça souvent ici. La forme d'ajustement dont parlait Gave, qui est effectivement la forme d'ajustement que pratiquent les pays du Sud, c'est-à-dire par la déflation salariale. Donc clairement. Voilà. Ou la forme d'ajustement un chouïa moins douloureuse, si on pouvait le faire, qui serait un effort de recapitalisation massive des entreprises, des individus, de la formation, etc., pour essayer de se tirer un peu vers le haut, remonter un peu en haut de gamme, parce qu'on peut, effectivement, les Allemands le prouvent, on peut produire de bonnes voitures et les vendre dans le monde entier avec de bons salaires. La stratégie de baisse des salaires, elle n'est pas forcément obligatoire dès lors que c'est baisse des salaires ou capital. D'accord. Et de ce point de vue-là, l'idée de robotiser est plutôt une bonne idée. Mais l'idée de Montebourg est totalement contradictoire avec son idée de fabriquer des rentes, parce qu'en même temps, il faut de la concurrence, et avec la fiscalité, la surfiscalité du capital, qui par ailleurs est appliquée en France. Bon, vous n'accordez aucun crédit à ce que j'ai appelé le coming out de François Hollande du 14 janvier. Ce discours totalement pro-business, totalement pro-entreprise, la politique de l'offre, à tel point d'ailleurs qu'il n'a plus aucune pensée et aucune
déclaration politique concernant les plus faibles et les plus démunis dans notre pays. On n'en parle plus, il y en a plus. Ça y est, c'est le business, c'est l'entreprise. C'est juste dès que ça tangue un peu. Mais voilà, mais bon. Alors, si je peux me permettre, ça me rappelle Dalida et Alain Delon. Vous savez, il y avait une très jolie chanson qui était Parole et Parole. Oui. C'est-à-dire que la réalité, c'est que la marge brute d'autofinancement des entreprises qui opèrent en France est à un plus bas historique. Et pourquoi les choses ne changeraient pas avec ce nouvel allègement du coût du travail, même si l'allègement du coût du travail... Je veux bien, mais à part la seule solution, c'est de simplifier la vie de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il a en face de lui un monde qui devient de plus en plus compliqué. On est en train de lui bâtir, d'après ce que vous me dites, une nouvelle usine à gaz incroyable. Oui, où il va y avoir charge à 3 niveaux. 10 milliards par-ci, 20 milliards par-là, 30 milliards par-ici, et puis on rajoute ça et ça donne l'âge du capitaine. Mais c'est pas ça. On veut simplement un système simple, comme par exemple ils ont en Irlande, où une entreprise s'installe, elle paye 20% d'impôts, 15% d'impôts. 12,5 en Irlande, oui. Et puis, c'est terminé. Vous avez imaginez qu'on décide de faire confiance au tandem original Thierry Mandon, Guillaume Poitrinal, chargé du choc de simplification. C'est tout récent, ils bossent tous les deux là-dessus. Poitrinal, c'est quelqu'un qui a eu le cran de claquer la porte du CAC 40. Je pense que si c'est du flanc, cette espèce d'organisation de simplification, il s'en ira aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que tout ce qu'on est en train de mettre sur pied, même si c'est pas un choc, même si ça va pas suffisamment loin, c'est en train de créer quelque chose de positif ou pas? Non. Désespérément non. Juste une précision sur la mission de Poitrinal. J'essaie juste qui est dans la contradiction par rapport à ce qui est pleine de bonne volonté, etc. Mais ils vont très rapidement constater que ce que l'on appelle complexité administrative a une source qui est la complexité législative. Et donc, en réalité, plutôt que de faire une mission demandant à M. Poitrinal et autres de simplifier une simplification administrative, il faudrait une œuvre de simplification législative, c'est-à-dire une mission, comme on l'avait fait autrefois avec Portalis, une mission de recodification générale du droit du travail, du droit de la fiscalité, etc. Ça, c'est un autre chantier. Ouais. Jean-Pierre Petit. Sur Montebourg, quand même, il y a quand même un truc qui dit qui est valable, c'est sur l'euro. Hein. Enfin, Alors, justement, je voulais vous inviter là-dessus. Je rappelle les faits toujours. On est à la radio. Jean-Pierre Petit, Arnaud Montebourg a jugé que l'euro était trop fort, qu'il fallait une bataille politique pour faire baisser l'euro. Il a été rejoint par l'ensemble du gouvernement, par la porte-parole du gouvernement, au nom du gouvernement. Et hier, je citais d'ailleurs le président d'un fonds d'investissement totalement privé et indépendant dans les Échos, qui jugeait qu'effectivement l'euro était une camisole de force et que c'était de l'intégrisme de l'euro qui risquait de tuer l'Union européenne. Et même Charles Gave, une fois dans cette émission, vous disiez l'euro est en train d'amener l'Europe dans un désastre. L'euro a lamentablement échoué. Le marché fonctionne avec des taux de change, des taux d'intérêt libres. L'euro a bloqué ces deux prix qui sont pourtant les plus importants. Mais regardez ce qui se passe dans les émergents. Même le renminbi maintenant baisse. Enfin, je veux dire, le yuan, la monnaie chinoise. Oui, mais je veux dire, là, il y a quand même une appréciation effective de l'euro qui a déjà maintenant, enfin, je ne parle même pas depuis le début des années 2000, parce que là, il y a eu un mouvement long, mais là, qui a presque 2 ans, enfin, depuis l'été 2012. Et moi, ça me rappelle tout à fait la situation du Japon Mais qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à la position de Montebourg sur l'euro fort? Que là-dessus, il a raison. J'imagine pas, de toute façon. Moi, j'ai bien étudié le cas de la Suède dans les années 90. Il faut savoir que le poids des dépenses publiques en pourcentage du PIB en Suède était en 93, au pire moment, à 66% du PIB. Et c'est tombé à 53 en 99. Et la Suède a utilisé, effectivement... La dévaluation monétaire. Oui, comme tous les pays qui se sont réformés. Il y a eu dévaluation monétaire et baisse des dépenses publiques. Il y a une menace déflationniste, quand même, très claire sur la zone euro, pas seulement sur 2014, mais sur 2015, 2016, etc., à cause du poids de la dette. Regardez, il y a quand même toute une série d'indicateurs préoccupants. Le recul du crédit bancaire, le taux d'utilisation des capacités sous la moyenne historique, malgré le rebond. Une croissance quand même cette année extrêmement faible, malgré un écart de production. Jean-Pierre, d'accord, mais quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Mario Draghi, Mario Draghi, tu vas vendre de l'euro et acheter des devises étrangères. Mais c'est pas sa responsabilité. Il n'en a pas le droit. Il y a personne dans les traités européens qui ait une responsabilité, si ce n'est le Conseil des ministres qui se réunit une fois de temps en temps. Le Conseil européen. Mais non, le ministre des Finances, je crois. Mais personne n'a la responsabilité du taux de change de l'euro. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une seule autorité politique qui ait comme responsabilité de travailler sur le cours de change de l'euro. Dans le traité de Maastricht, le Conseil avait... oui, mais c'est le Conseil des Finances, le Conseil des ministres, mais je veux dire, il faut qu'il y ait unanimité. Alors, oui, mais regardez, je suis bien d'accord. Il y a quand même... Jamais l'Allemagne n'acceptera qu'on agisse contre l'euro, parce que 1 euro à 1,35 $, ça lui va. Attendez pas ensemble. Non, mais je voudrais dire quelque chose ici rapidement. Rapidement, je vais faire réagir à la Madeleine sur l'euro fort.
si vous regardez la parité des pouvoirs d'achat, c'est ce qui permet de mesurer si un pays est compétitif ou pas. Oui. Et que vous le faites l'Allemagne contre le dollar. L'Allemagne contre le dollar, l'euro est sur la parité des pouvoirs d'achat. Oui. La réalité, c'est que la France est 10% au-dessus, l'Espagne et l'Italie 20% au-dessus. Donc, vous avez les investisseurs internationaux qui ont décidé une fois pour toutes que l'euro, c'était du Deutschmark, et que c'était pas leur problème si les Européens, en Italie, en Espagne et en France, se tiraient une balle dans le pied. Donc, l'Allemagne a 120 milliards d'excédents de ses comptes courants, ou quelque chose comme ça. Elle prend, et comme l'Europe, dans son ensemble, puisque les autres pays sont en dépression, n'ont pas de déficit des comptes courants, l'Europe n'a pas de déficit des comptes courants, il faut que les étrangers achètent 120 milliards par an d'euros pour solder leurs comptes avec l'Allemagne. Comment voulez-vous que l'euro ne monte pas ? Je suis d'accord. Il est logique que l'euro monte compte tenu de la structure de la balance de l'euro. Vous commerciale avez de la l'Europe. moitié de l'Europe qui est en faillite, Alors, et l'autre moitié qui est à 120 milliards. Évidemment, s'il n'y a pas de politique de Cher change, Petit. il peut arriver qu'il y ait des retours de bâton entre 2010 et 2012. Oui, mais l'euro a quand même baissé. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait pour permettre à un Grec, à un Portugais, à un Français de vivre avec le Deutschmark? Parce qu'on en est toujours à la même situation. Ok, il a raison, Montebourg. Et après? On peut pas vivre avec le Deutschmark. On peut pas. C'est tout. Bon, c'est imbécile. Eh ben, ça, je dis depuis le début. Donc ça veut dire. La stade, c'est que la gouvernance de la zone euro, malgré quelques améliorations, ne fonctionne toujours pas bien. Voilà. Mais elle ne peut pas fonctionner. La France a 40% de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. Vous pouvez pas avoir un taux de change fixe entre deux pays dont un des deux a 40% de fonctionnaires de plus. Parce que, attendez, parce que si vous avez 40% de fonctionnaires de plus, les fonctionnaires, ils font de très bon boulot, ils sont très compétents, tout le monde sait ça, mais ils produisent rien pour l'exportation. Zéro. Alain Madelin, est-ce que sur cette histoire de Montebourg, de l'euro-fort, qui est une question qui va monopoliser le débat des élections européennes au printemps? Ah bah oui, ça va monopoliser, parce que d'abord, premièrement, c'est un bouc émissaire extrêmement facile. C'est la faute des technocrates européens, c'est la faute de la Banque Centrale Européenne, etc. Mais c'est vrai. Les socialistes. Charles Gave est de cet avis-là. Il a souvent c'est vrai. C'est une imbécilité totale depuis le début. Donc les socialistes vont trouver rapidement un bouc émissaire dans la campagne européenne. Alors sur le fond, effectivement, il y a un problème structurel de l'euro. Mais c'est pas un problème de taux de change de l'euro, c'est le problème de l'euro, comme le dit Gave. Hein, je veux dire, voilà. Donc il y a ce problème-là. Effectivement, comme on pouvait dire d'ailleurs que l'euro est une monnaie moyenne qui ne convient pas à tout le monde. De la même façon qu'on pouvait dire autrefois que le franc était une monnaie moyenne, peut-être bien évaluée ou sous-évaluée pour la région parisienne, évaluée correctement pour la région lyonnaise et largement surévaluée si j'étais en Guadeloupe. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans une zone où il y avait effectivement des transferts du centre vers la Guadeloupe. Est-ce que l'euro, si je n'ai pas cette possibilité de transfert, la seule variable d'ajustement, c'est ou une très grande souplesse de l'économie, ou le chômage et la perte de pouvoir d'achat. Une fois que l'on a dit ça, on pourrait discuter longtemps du problème structurel de l'euro et des moyens d'y répondre. Un autre problème est, je dis l'euro est surévalué. Comme le dit Charles, il n'est pas surévalué pour l'Allemagne, il l'est pour nous. Et une fois que l'on a dit ça, comment je le fais baisser? Comment je le fais baisser? Pourquoi je le ferais baisser? Parce que je suis allemand. Pourquoi je le ferais baisser? Pour maintenir en vie des canards boiteux, pour permettre aux socialistes de continuer à dire n'importe quoi en France. Voilà, donc je sais pas comment on fait. Quel est l'intérêt? Pas comment on fait. Ça fait des années qu'on le dit. Enfin, en tout cas, depuis l'explosion de la crise de surendettement des États. Ce que Montebourg dit, il dit pas comment il faut faire. Il dit que ça marche pas et que. Lui, il appelle à une bataille politique. Bataille politique. Pour 55% du PIB de la zone euro, parce que la France et l'Europe du Sud, c'est 55% du PIB. Oui, mais j'entends bien tout ça, c'est très gentil. Mais c'est exactement une discussion comment faire marcher l'Union soviétique. Vous avez bâti un système qui ne peut pas marcher et on tourne en rond en disant on va essayer de le faire marcher. Oui, enfin quand même, l'union monétaire s'est quand même ajustée depuis la crise. Mais rien du tout. Non, rien du tout. Ça arrête pas de baisser. Non, il y a eu quand même le mécanisme européen de stabilité. Il y a eu tout un tas de. Ils ont fait, c'est le glasnost, le tout ça. À la fin, l'Union soviétique a sauté. Alors, on a monté un système qui ne peut pas marcher et on est en train d'essayer de trouver des cotères sur des jambes de bois. Mais je comprends même pas. Bon, alors il y a deux dates à essayer d'identifier. La date où notre système d'expansion par la dette et le crédit n'est plus soutenable. La date à laquelle le système d'une monnaie à 18 t-shirt à taille unique. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. En tant que financier, ces dates ne m'intéressent absolument pas. La seule chose que je fais, c'est comment je peux organiser mes actifs pour quand ça se produira, je ne souffre pas trop.
et sans que, en attendant, je perde trop d'argent. Donc le but, c'est pas d'essayer de réfléchir et de faire de la Madame Soleil. Le but, c'est comment organiser ses actifs en partant du principe que l'euro n'est pas viable. Je compense avec de l'Angleterre et de la Suède. Je compense avec de l'anglais. Bah oui, j'ai un portefeuille en euros et je le compense avec des Anglais et des Suédois. Voilà. Les Américains. Oui, les Américains par ailleurs. Mais par ailleurs. Et du Suisse. Non, mais, Dans l'immédiat, messieurs, les craintes sur la Russie ont dopé la dette allemande, dopé la dette française, dopé le franc suisse et dopé l'or. Voilà, il y a eu 4 bénéficiaires. Les matières premières agricoles. Enfin, il y a plein de trucs. Oui, bien sûr. On recommencera. Merci infiniment Charles Gave, Alain Madelin, Jean-Pierre Petit. On se retrouve demain.